Ravi de vous retrouver dans ce magazine du mois de mars, essentiellement dominé par la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Ouvrons ce magazine avec cette information du Haut-Commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mboumaba, qui a reçu le 15 mars dernier à son cabinet de travail le représentant résident du PNUD, Chris Mbourou. Au menu des discussions, les questions liées à la formation des jeunes en éducation civique et citoyenne. Prêche Malanda nous fait le compte-rendu. La jeunesse congolaise va davantage bénéficier de l'accompagnement du PNUD. Chris Mbourou entend déjà sensibiliser les organisations onusiennes qui traitent les questions de jeunesse en vue de leur implication dans l'éradication du phénomène de délinquance juvénile au Congo. Il faut dire que la jeunesse occupe une place importante dans le développement d'un pays. C'est là tout l'intérêt de contribuer à l'obtention d'une jeunesse éduquée. Lors de cet échange, Adolphe Mboumaba a rappelé les efforts du gouvernement congolais quant à la lutte des actes de violence qui créent l'insécurité des paisibles populations. Dans la recherche des solutions palliatives, les deux parties s'accordent pour l'intensification de la formation en éducation civique et citoyenne des jeunes qui tentent à disparaître. Satisfait des échanges, le coordonnateur résident du PNUD a plaidé pour une coopération élargie afin de parvenir à des résultats escomptés. Le tout couronné par la remise du plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement. Cette rencontre vient consolider le partenariat entre le gouvernement congolais et les agences de système des Nations Unies. Le Comité national d'assistance aux réfugiés a récemment lancé une campagne de sensibilisation des acteurs pédagogiques sur la facilitation de l'inclusion scolaire des élèves réfugiés. Cette campagne vise à conscientiser les dits acteurs à un moment où le processus d'insertion de cette catégorie d'élèves connaît d'énormes difficultés. Magali Nanga nous en dit plus. Victimes de conflits armés ou des persécutions dans leur pays d'origine, ces élèves réfugiés connaissent quelques difficultés dans leur parcours d'intégration dans le système éducatif des pays d'accueil. Le conseiller juridique du Comité national d'assistance aux réfugiés plaide pour une mise en place des politiques et des mesures concrètes qui garantissent l'accès de tous les enfants à l'éducation. Le Comité national d'assistance aux réfugiés est un organe interministériel. Et dans la gestion des réfugiés, nous avons les élèves réfugiés. Et que c'est la suite d'un certain nombre de constats que nous avons fait au niveau des établissements scolaires, une sorte de discrimination envers les élèves réfugiés, que nous avons pensé organiser cet atelier pour édifier les autorités des établissements sur la question des élèves réfugiés dans leur établissement. Notamment sur l'application de la loi 41, fixant le statut de réfugié et le droit d'asile en République du Congo. Cette loi dispose que les réfugiés ont les mêmes droits, notamment au niveau de l'article 22, ont les mêmes droits que les nationaux. Les participants ont échangé sur les bonnes pratiques en matière d'inclusion scolaire ou encore débattu des problèmes auxquels sont confrontés les élèves. Une démarche assortie des suggestions en vue d'améliorer la situation d'accès de ces élèves à l'éducation. Nous avions évoqué plusieurs points, mais nous avions demandé soit retenu quelques recommandations nous permettant de les recevoir facilement dans nos établissements. D'abord la vulgarisation de ces lois, de ces textes. Et ensuite, nous avions intensifié sur l'idée selon laquelle ces réfugiés doivent avoir leur carte. Dès qu'ils mettent pied dans les établissements, ils doivent nous présenter ces cartes-là pour qu'on les reçoive convenablement. L'atelier a permis de mettre en évidence les réalités de la situation d'insertion scolaire des élèves réfugiés et demandeurs d'asile. Les participants ont reprécisé l'importance de l'éducation comme un droit fondamental pour tous les enfants, ce en dépit de leur statut.
L'amélioration de la qualité des apprentissages des enseignants est au cœur des préoccupations des responsables du complexe scolaire Emmanuel. À cet effet, les enseignants de la dite école ont appréhendé de nouvelles méthodes d'enseignement. Ces méthodes visent à susciter de l'intérêt pour la lecture aux élèves. C'est une initiative de l'association Freelance. Loïc Kwamba. Stimulus Nsakamo, le cahier Stimulus, la combinaison des mots d'origine latine, Congo et française, sont deux méthodes initiées par l'association Média Freelance. L'objectif est de susciter le goût de la lecture chez les élèves, comme l'explique Mr. Tonton. Dans le cadre de la médiation culturelle de la jeunesse, nous sommes en train de travailler sur une thématique spéciale que nous avons commencé depuis plusieurs années, c'est la médiation de la lecture. Vous êtes sans ignorer que le jeune se désintéresse de plus en plus de la lecture. Et malheureusement, ça impacte ses résultats scolaires, ça impacte même son développement, que ce soit dans sa vie de tous les jours. Donc l'idée, c'est de trouver des solutions à ce problème, mais alors des solutions définitives. Il faut le noter que pour arriver à donner aux enfants le goût du livre, le goût de la lecture, ça impacte généralement les projets pédagogiques des écoles. Mais les projets pédagogiques, que ce soit des écoles, sont déjà faits, ficelés par les ministères. Du coup, il faut trouver dans ces projets pédagogiques des clés qui peuvent nous permettre justement de poser des actions qui vont permettre de redonner le goût de lire. Et nous leur avons proposé deux outils. Le premier outil, c'est un guide de l'enseignant qui décrit une nouvelle méthode innovante que nous avons appelée Nsakamo Stimulus ou Stimulus Nsakamo, qui est une méthode à la fois ludique et didactique qui permet de réintroduire le livre sans que l'enfant en ressente trop le coup. Et puis, il y a bien évidemment le cahier de l'élève, et ce cahier s'appelle le cahier Stimulus. C'est un cahier justement qui, s'il est utilisé à bon escient, il permet à l'enfant d'atteindre beaucoup de résultats. Le premier résultat, c'est au bout d'une année scolaire, l'enfant aura lu au moins 3 livres. Des méthodes appréciées par les enseignants du complexe scolaire Emmanuel après leur formation. Je remercie cette association. En tant que coordonnateur, j'étais en train de me demander quel remède on pouvait apporter à ce problème justement qui mine un peu toute notre jeunesse, qui est beaucoup plus attirée vers les médias, la télé, les smartphones, etc. Et donc, la lecture a été délaissée et je crois qu'il nous apporte là une des solutions au problème. Et je crois que nous allons essayer d'expérimenter ça et voir les résultats que ça va donner dans les prochaines années. Et le livre est un outil important dans l'acquisition des connaissances. En tant que coordonnateur, moi, je pense que tous les autres qui pensent servir l'éducation nationale, d'adhérer un peu à cette formation, à cette démarche, parce qu'elle va être porteuse de bons résultats. Après la phase théorique, les enseignants misent sur les enseignements du dernier trimestre pour expérimenter leurs connaissances sur les méthodes apprises au cours de la formation. Comme annoncé, notre magazine est essentiellement dominé par l'actualité liée à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque 8 mars de l'année. À la question de savoir comment est née cette journée et dans quel contexte, Magali Nanga nous fait le récit. Jamais l'humanité n'oubliera 1908, une date mémorable pour beaucoup de femmes. Elle marque la Journée internationale des droits des femmes. Tout commence avec la manifestation de 15 000 femmes dans les rues de New York. Au fond, les femmes réclament de meilleures conditions de travail, le droit de vote et l'égalité des sexes. C'est ainsi que fut créée la Journée internationale des femmes, célébrée depuis le 28 février 1909 aux États-Unis. Au cours de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes, à Copenhague en 1910, Clara Zetkin, une militante allemande, propose la création d'une journée internationale des femmes pour célébrer les luttes des femmes pour leurs droits. La proposition sera adoptée à l'unanimité. Le 8 mars 1911, plusieurs pays à travers le monde célèbrent la première journée internationale des femmes. Depuis lors, le 8 mars est devenu le symbole de la lutte pour l'égalité entre les sexes et de la reconnaissance des droits des femmes. Chaque année, cette journée met en lumière les injustices et les discriminations dont sont victimes les femmes. Pourtant, les femmes célèbrent aussi les avancées réalisées dans la lutte pour l'égalité des sexes. Aujourd'hui, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde avec des manifestations, des conférences,
des expositions et d'autres événements visant à sensibiliser le public aux enjeux liés aux droits des femmes. En marge de cette journée des droits de la femme, l'Agence universitaire de la francophonie AUF a organisé le 5 mars dernier à Brazzaville un atelier qui a eu pour thème « Investir sur les femmes ». Cette formation destinée aux étudiantes et enseignantes chercheuses visait à les sensibiliser sur les 5 axes clés définis au niveau international. Magali Nanga, une fois de plus. Cet atelier articulé sur l'investissement en faveur des femmes est une occasion de sensibiliser les participantes à l'importance d'investir sur les femmes dans tous les domaines. Nous avons lancé la Semaine de la femme et prélude à la date de 8 mars qui est commémorée à travers le monde sur ce qu'on appelle communément la Journée internationale des droits de la femme. Nous avons estimé d'organiser pendant 3 jours, pratiquement 4 jours, certaines activités autour de la femme par les femmes. Et le public cible, vous avez vu, c'est des étudiantes. Pour Makaya Kali, les participantes ont échangé sur les différentes stratégies et outils permettant de promouvoir l'égalité des sexes et de valoriser le potentiel des femmes. Je dirais aux femmes aujourd'hui de ne pas simplement émettre leurs idées, mais c'est également d'embrasser leurs idées. Quand je parle d'embrasser, c'est de poser des actions. Il ne suffit pas de dire, mais il faut montrer comment faire. J'invite les femmes à ne pas seulement dire. J'invite les femmes aujourd'hui à agir dans le domaine professionnel, dans le domaine culturel, dans le domaine économique, dans le domaine politique. Les responsables de l'AUFE pensent que certaines femmes ignorent encore leurs droits et devoirs. Nous attendons des participants qu'elles prennent conscience que la femme a ses droits, la femme a ses devoirs. Et vous savez, comme dans notre pays, nous avons la loi Mouebara. Des fois, les femmes ne savent même pas. Ce sont des intellectuels, entre guillemets, mais elles ne savent même pas c'est quoi, quels sont les droits qui reviennent à ces femmes-là. Et donc, nous pensons, par rapport au sorties d'ici, que la jeune femme prenne conscience des droits qui sont les siennes. L'Agence universitaire de la francophonie s'engage à promouvoir l'égalité des sexes et d'accompagner les femmes dans leur développement professionnel et personnel afin de contribuer à la construction d'une société plus égalitaire. Toujours en lien avec la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, la jeunesse estudiantine de l'Institut universitaire de Brazzaville a organisé le 8 mars dernier une journée de conscientisation des jeunes, placée sous le thème « La femme au centre de l'action sociale ». Loïc Kwamba y était pour le compte de ULTV. La femme au centre de l'action sociale, le thème de la Journée internationale des droits des femmes révèle les enjeux de cette célébration. La sensibilisation des étudiants aux droits des femmes vise à conscientiser le monde estudiantin, ce dans un contexte de lutte pour les droits des femmes. En faisant un constat au niveau du commun des mortels donc de notre société, nous avons remarqué que le 8 mars est appréhendé au sein du milieu féminin comme étant une journée festive. Dans la conception de ce projet qui s'est réalisé en la date d'aujourd'hui, le 8 mars, des solutions pragmatiques sur l'intégration de la femme à tous les niveaux de la société, précisément de la jeune fille, seront identifiés pour accompagner la femme au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de son éducation intégrale à tous les niveaux de la société que ce soit. Mais pour certaines étudiantes, la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes devient un moment festif où le pagne reste au cœur de toutes les préoccupations, ce qui écarte les femmes des vrais défis. Il y a un problème également de culture. Cette conception-là de la journée du pagne a commencé à partir de nos mamans qui étaient mal informées. Et aujourd'hui, ça continue, ça se poursuit. Mais pour cela, je pense qu'il faudrait faire des déconstructions en ouvrant avec des sessions de formation, d'information, inculquer dès la petite enfance à la jeune fille la réelle portée de la journée du 8 mars. La journée du 8 mars n'est pas une journée qu'on doit essentiellement concentrer au port du pagne ou à la consommation d'alcool. C'est une journée où on doit s'asseoir pour essayer de se sensibiliser mutuellement sur les droits des femmes. La Journée internationale des droits des femmes retrace la longue lutte des femmes pour leurs droits, mais aussi permet d'apprécier le chemin qui reste à parcourir à un moment où toutes les femmes se mobilisent pour la 39e édition de cette journée.
De son côté, l'association du réseau des amis de Jean-Luc Moutou en développement, RAJLMD, a animé une conférence débat avec les élèves de différents établissements scolaires sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». L'objectif étant de permettre à ces jeunes filles élèves de briser les stéréotypes. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Une thématique abordée dans cette salle et appuyée par des thèmes tels que l'éducation de la femme comme source du développement durable. Et les conférenciers se sont apaisantis sur les questions de l'éducation de la femme et particulièrement celle de la jeune fille élève. Le droit à l'éducation est très important. Nous devons inciter nos mamans, nos femmes à la maison, les parents, les mères, d'envoyer les enfants à l'école, de faire en sorte que les enfants soient éduqués, que les filles, notamment puisqu'on parle des filles aujourd'hui, des jeunes femmes, soient scolarisées. Nous devons faire former nos enfants à des formations diverses pour promouvoir le droit à l'éducation, quelle que soit notre condition sociale. Parce que si les femmes sont éduquées, eh bien nous en arriverons à l'autonomisation économique. Les associations RAJLMD et RELOC ont souligné l'importance de la journée et des droits des femmes. Cette date a été instituée officiellement à l'échelle internationale et par les Nations Unies en 1977 comme Journée internationale de reconnaissance des droits de la femme. Événement au cours duquel les femmes se rassemblent afin d'échanger et de discuter de plusieurs thématiques en projetant un regard vers les défis futurs tout en corrigeant les erreurs du passé. La femme doit être encadrée, c'est vrai, au même titre que l'homme, mais elle ne doit pas se minimiser. Elle doit savoir que la société attend d'elle. Et la femme est capable d'œuvrer dans tous les métiers. Parce que du point de vue physique ou physiologique, elle a les mêmes capacités, elle a les mêmes compétences physiologiques que l'homme pour tout faire. Pour Nicole Poiti, les femmes doivent briser les stéréotypes de genre, une démarcation qui vise à développer professionnellement les femmes. J'ose espérer que chacun de vous va capitaliser les enseignements issus de ce grand moment. Après avoir compris que les filles et les femmes ont droit à l'éducation, à embrasser des carrières scientifiques, à prendre le lead partout où elles se trouvent, afin de réduire le rôle traditionnel assigné à la femme. Le réseau des amis de Jean-Luc Moutou en développement, RAJLMD, entend promouvoir l'égalité des sexes. D'une journée internationale à une autre, le 27 mars de chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale du théâtre. À l'occasion de cette commémoration, le responsable de la compagnie théâtrale Tchala, Harvey Massamba, a indiqué que le théâtre est aussi un moyen efficace pour la sensibilisation aux maux qui minent la jeunesse. Le théâtre, c'est un art complet, c'est un art tout. Parce qu'à l'intérieur du théâtre, on peut faire de la danse, on peut faire de la musique, on peut faire de la poésie, on peut faire du cinéma. Donc en fait, c'est un art qui englobe tous les autres arts. Et cet art-là a une importance mais vraiment capitale dans la société parce que c'est un art qui permet de faire passer des messages de manière ludique. On peut conscientiser, on peut amuser, on peut divertir, on peut faire prendre conscience avec le théâtre. Donc c'est un outil très très important dans l'éducation de la société. Et je pense qu'une société qui prend conscience de cette capacité qu'a le théâtre à faire passer les messages dont on veut est une société qui va de l'avant. Ce que je peux suggérer au pouvoir public, c'est déjà de prendre le théâtre au sérieux. Parce qu'il peut aider énormément le gouvernement à faire passer déjà les informations. Aujourd'hui, quand les gens regardent le journal, il y en a peut-être qui ne suivent pas, et il y en a qui ne comprennent pas. Mais si un objectif du gouvernement
où le gouvernement pense que nous devons atteindre cet objectif-là. Mais pour atteindre cet objectif, il faut que la population comprenne le bien fondé de cet objectif-là. Et le théâtre peut faire le travail. Nous pouvons aller sur le terrain, sensibiliser. Le théâtre a plusieurs branches. Il n'y a pas que le théâtre qui fait peur aux autorités. Je sais qu'il y a un théâtre qui leur fait peur. Le théâtre qui dénonce, le théâtre qui accable. Oui, celui-là, il existe. Mais il existe aussi un théâtre de sensibilisation. Un théâtre à partir duquel les autorités peuvent s'appuyer pour faire passer des réformes dans la tête des gens. Aujourd'hui, le problème d'insalubrité, on voit les gens jettent tout partout et n'importe comment, mais ça peut faire l'objet d'une campagne de sensibilisation. On met les artistes, on met les comédiens sur le coup et on sensibilise et dans les marchés, et dans les quartiers, et dans les villages. Vous allez vous rendre compte que le message va passer mieux que lorsque une autorité va passer à la télé et va dire à partir de maintenant, si quelqu'un jette une peau de banane dans la rue, on va l'arrêter. Ça passera pas. Mais si on passe par le théâtre, par l'art et de manière ludique, on fait passer cette information, je pense que les gens vont se retrouver et le message va beaucoup mieux passer. Changeons de chapitre à présent. Lancée le 28 mars dernier à Brazzaville, la deuxième édition du Forum des jeunes leaders venus des pays de la sous-région d'Afrique centrale a permis aux participants de débattre sur des problèmes qui touchent la couche juvénile. C'est une initiative de l'association Belief sous le thème « L'agriculture et l'innovation au service du développement ». Je déclare, mes chers amis, que le Belief est maintenant ouvert. À travers des panels et des ateliers, les participants ont pu échanger sur les défis et les opportunités liées à l'agriculture, aux défis sociaux et climatiques en Afrique. Des thématiques abordées non seulement pour partager les expériences, aiguiser les connaissances des jeunes leaders, mais aussi et surtout pour impulser la jeunesse congolaise. Cette deuxième édition va offrir une expérience exceptionnelle, encore plus enrichissante et inspirante pour les jeunes leaders d'Afrique et du monde. Le Belief 2024 est l'occasion pour la jeunesse africaine et de la diaspora de se réunir, d'échanger des idées et de trouver des solutions aux défis de l'agenda 2063, de la Charte africaine de la jeunesse et du rôle de la jeunesse dans le processus de développement et de la création de richesses. Ce forum va permettre aux jeunes de prendre des engagements concrets pour contribuer au développement de leur pays et promouvoir le leadership juvénile. Je veux qu'on ait quelqu'un qui crée sa plateforme YouTube d'ici, parce qu'on a du talent ici. Il faut croire au talent de la jeunesse. Il faut croire en ce talent en montrant des actes et des moyens concrets. Parce que l'éducation et la formation sont le cœur de la réalité d'Aforêt. Il est plus qu'important que nous comprenions que nous sommes la solution de notre continent. Et que c'est par nous que tous les défis doivent être relevés. Et s'il faut relever ces défis, il faut bien commencer par la création des richesses. S'investir dans l'agriculture, s'investir dans l'élevage, être des acteurs de transformation, être des acteurs d'innovation et de création. Car c'est en cela la jeunesse, c'est en cela le leadership. C'est pourquoi je voudrais vous appeler à une prise de conscience collective et générale, afin que nous puissions relever les défis de notre continent. Pour cette première journée des travaux, Belief mise sur la création d'une école numérique dénommée 2050. Parlons une fois de plus de l'école primaire Joseph Ngaliema. Créée en 1972, cet établissement scolaire est aujourd'hui dans un état déplorable. Soucieux de la situation, la responsable de la dite école plaide pour une réhabilitation de cet établissement scolaire. Elle est au micro de Welcome Divolo. Il a fait la fierté des élèves du quartier Massina. Créé en 1972, l'établissement scolaire Joseph Ngaliema n'est plus l'ombre de lui-même avec des murs vétustes. Aujourd'hui, l'école doit sa survie aux initiatives des parents d'élèves et d'autres partenaires. Nous avons 587 élèves, dont 237 filles. Nous sommes dans un quartier un peu enclavé, avec un peu de la pauvreté des parents et tout. Dans la journée, nous constatons l'absence de quelques élèves. Parfois, des élèves qui traînent par manque de suivi de parents. Mais quand même, ça va. On essaie de conscientiser les élèves. Menacés par des érosions,
l'école primaire Joseph Ngalema a besoin d'une attention particulière de la part des autorités congolaises. C'est en dépit de l'apport des organismes internationaux. Dans la zone, c'est la seule école publique que nous avons. Pour maintenir l'école, on tient à cœur nos responsables, nos autorités qui puissent nous aider, au moins pour arranger le ravin et quelques difficultés que nous avons dans notre école. Après un âge d'or, marqué par le bon rendement scolaire, Joseph Ngalema éprouve d'énormes difficultés du fait de la qualité des infrastructures. Un autre souci, c'est celui lié au manque de collèges dans le quartier, obligeant les élèves, après l'obtention de leur CEP, à parcourir des longues distances, comme l'explique la directrice. Les élèves, après le CEP, il y a d'autres qui vont au CG de Mfilou, les autres vont à Mayindou, il y a d'autres qui vont à la Fraternité, il y a d'autres qui vont à l'Angola Libre, à Makelekele. Donc pratiquement dans la zone, il n'y a pas de collège. Si l'école a connu un parcours remarquable, Joseph Ngalema a besoin d'un nouveau souffle. Et le personnel appelle au soutien de l'établissement scolaire en vue de poursuivre la mission que l'école accomplit en plus d'un demi-siècle. Voilà, c'est par cette découverte de l'école primaire Joseph Ngalema que nous bouclons ce magazine. À la coordination, Magali Nanga, à la technique, Jimmy Carter, Welcome Devolo, Francis Ikonga, Loïc Kwamba, le tout sous la supervision de Fred Lombard, Patricien Bokoko. On se retrouve le mois prochain, s'il plaît à Dieu.